Les Shinju sont les fourmis chimères de l'univers de Naruto, et alors que les humains deviennent les plus détestables des créatures, tout avance en secret. Kawaki libéré, le futur rôle d'Akebi, et même qu'est-ce qui se passe avec Sumire, elle aura une importance clé, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 18 de Boruto To Blue Vortex qui se nomme « Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord ». Mais c'est quoi ce titre? Ça va pas, c'est super long. C'est quoi ce truc? Et heureusement, on découvrira que ça a un sens bien particulier. Déjà, je tiens à vous le dire, en somme, je trouve que l'intrigue avance un petit peu trop lentement et c'était ce que je reprochais à Boruto à la base. Et bon, j'espère qu'on va re-avoir des coups d'accélérateur parce que je trouve que l'intrigue qu'on nous raconte lors de ce chapitre aurait pu se résumer à la moitié d'un chapitre. Je vous rappelle que quand même, c'est mensuel. Et bon, c'est toujours aussi fou de se dire qu'en ce moment, Boruto, c'est l'histoire de comment une forme de vie extraterrestre fait face à sa place dans le monde ninja en devant composer aussi avec les sentiments humains. Oui, c'est complètement fou. C'est vraiment le délire fourmi chimère qu'on a là avec les Shinju et ça peut être super intéressant. Reste à voir ce qu'il en sera par la suite. Mais on se retrouve avec une page cover lors de ce chapitre de Matsuri qui est devenue waifu favorite de la commu et c'est assez drôle parce qu'en fait tout le monde s'en foutait de Moegi mais il suffit de la déguiser en clown apparemment pour que ça devienne une waifu. Oui, la méta Harley Quinn a encore frappé. Quoi qu'il en soit, commençons tout de suite par l'éveil de Kawaki et son échange équivalent puisqu'on va retrouver dès l'ouverture de ce chapitre Sumire qui sort de la villa des anges de Konoha là où les filles s'embrouillent et bien sûr elle arrive dans le bureau d'Amado alors que Kawaki est en train de le tenir. Et je tiens à vous le dire, la narration avec la case énorme juste après qu'on l'ait vu dans ses pensées, dans des cases beaucoup plus serrées, ça marche énormément. Parfois, tu as du découpage très intéressant dans Boruto. Enfin, personnellement, moi, j'apprécie pas globalement, en fait, comment Boruto est dessiné, mais il y a des petits trucs comme ça que j'apprécie. Pour moi, le style de Boruto, c'est lisible, mais pas forcément intéressant au niveau du dessin. Bref, Kawaki dit qu'il veut décider de son corps, il veut passer en mode performance offensive, il parle réellement comme si c'était un cyborg et en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu ça? Et dans tous les cas, il menace Amado de le tuer. Et donc, il va le laisser parler, respirer, ce qui lui laissera juste le temps de dire si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord, ce qui n'a absolument aucun sens, mais c'est le mot de passe pour l'endormir. Une formule que quand même on notera Sumire a entendu et déjà rien que ça peut donner un rôle extrêmement intéressant au personnage en plus de questionner les émotions de Sarada parce que c'était ça qu'on avait vu pour l'instant mais déjà là c'est plus intéressant si elle peut arrêter Kawaki en fait je sais pas il peut y avoir un point de non-retour où Kawaki se dit qu'il faut qu'elle tue Sumire et si ça arrive devant les yeux de Boruto alors faut voir comment Boruto réagirait mais plus que ça, en fait, ce qui est intéressant avec le personnage de Sumire, c'est que je me posais cette question par rapport à qu'est-ce qu'elle fait. Et en fait, je me dis de plus en plus qu'elle pourrait servir d'ancrage émotionnel à Amado, un personnage qui n'a l'air de se dévouer que pour une seule tâche, sauver sa fille, et au final, peut-être qu'il verrait en Sumire sa fille et qu'il accepterait d'arrêter son plan diabolique parce que, oui, il a l'air d'être prêt à tout. Enfin bref, Sumire, personnage à surveiller, mais je suis content d'avoir un petit peu plus compris le personnage et voilà, je vois où elle peut aller. Dans tous les cas, en se réveillant, Kawaki parle avec Amado et Sumire, enfin plus avec Amado, donc il dit que les Shinju sont une menace bien trop réelle et c'est pour ça qu'il faut qu'il passe en mode offensif, mais Amado veut en échange, alors qu'il a créé un nouveau corps pour sa fille, qui n'est pas le corps de Delta, donc pour Akebi, qu'il mette Kawaki les informations de son Kama à l'intérieur, là où il a graffé les informations de sa fille. Sauf que Kawaki ne veut pas accepter car elle sera peut-être à son réveil un Otsutsuki. Et alors qu'en ce moment ils en combattent déjà des monstres bizarroïdes, pas besoin d'un autre. Bien sûr, Amado n'est pas content, mais plus que ça, il le dira s'il le passe en mode offensif, alors ça réduira sa défense entre guillemets. Là, en ce moment, il est quasiment immortel, Kawaki. Oui, on l'a vu, il s'est fait défoncer encore et encore. Donc ça, on en était plus ou moins sûr, mais donc il ne pourra plus se faire défoncer comme avant, hein, le bon vieux. Il a peur qu'il meure, car il y a les informations de sa fille à l'intérieur. Et c'est là où je trouve ça intéressant, car Amado le dit bien, même si sa fille devient un Otsutsuki, il fera tout ce qu'il a en ses moyens pour arrêter Kawaki et l'empêcher de le tuer, de la tuer. Et bon, on le sait, il a énormément de ressources, il a quand même créé ces cyborgs surpuissants, mais
voilà, jusqu'où ira-t-il? Et je pense vraiment que Sumire pourrait être le point clé pour l'arrêter. Et je pense pas que ça va bien terminer pour lui, vu toutes les manipulations qu'il a fait depuis le début. Dans tous les cas, le parallèle qu'on peut faire entre Boruto et Kawaki est assez intéressant, dans le sens où là, quand même, le Kawaki, il est extrêmement déterminé, mais ça a toujours été son personnage, peut-être une détermination qu'on pourrait qualifier de folle, puisqu'il est prêt même à effacer sa garantie de vie, donc son mode où il est plutôt tranquille, pour juste une possibilité de tuer l'ennemi. Et c'est ça le personnage de Kawaki, mais bien plus que ça, là où il ne suit pas la logique ninja dans ce chapitre, c'est qu'on l'aura vu. Kawaki demande qu'on modifie son corps au maximum. Quoi qu'on fasse de lui, il veut être au niveau. Alors que durant l'entraînement, le flashback d'entraînement de Boruto, on aura vu de lui une vision du futur où il a compris qu'il devait s'entraîner dur, même si il avait les informations du futur. Et c'est peut-être ça, en fait, le thème de Boruto. Ce travail acharné, cet entraînement acharné qui fait la différence, même comparé à des outils ninja. On l'avait vu dès le premier arc, et Kawaki, c'est un petit peu plus comme si là, il recherchait directement les outils ninja. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Parce que il y a le sentiment d'urgence et ils n'ont pas vraiment le temps de s'entraîner pendant des années. Enfin là, Kawaki... Enfin bref, en tout cas, je trouve ça intéressant. Et donc, passons à Suna, où du côté de Matsuri, elle est gênée car bien sûr, elle a des sentiments envers Konohamaru étant donné la personne dont elle est issue. Et voilà, elle l'appelle mon petit Konohamaru comme Moegi, ce qui va déranger en réalité Konohamaru qui dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui devrait l'appeler comme ça. Et donc, ça y est, directement, elle va s'enrager, dire que tu penses à Moegi, c'est ça? Et ses vêtements vont se transformer en bois, Mokuton, et elle va menacer Konohamaru. Oui, la mission a échoué lamentablement et elle est plus vénère que jamais. Et se dire qu'elle est jalouse d'elle-même, c'est vraiment un grand délire. Après, ça aurait été cool d'avoir même un mini flashback de Konohamaru et de Moegi. Ça montre bien que le thème, c'est l'émotion, hein. C'est ça qu'on va rechercher durant cet affrontement. Et bon, il faut le dire dans un certain sens, Konohamaru, là, il a échoué en tant que shinobi. Il n'a pas réussi à retenir ses sentiments. Enfin, il a fait une gaffe, il a énervé l'ennemi, alors que sa mission, c'était justement d'utiliser ses sentiments pour en jouer de son côté et d'en voir des bénéfices. Là, en fait, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Ils auraient dû envoyer un random et elle n'aurait pas été aussi énervée. Enfin bref, de son côté, Ryu, Sarada et Mitsuki retrouvent Yodo et Araya. Et il va directement utiliser une limaille de fer pour soi-disant quadriller la zone à la recherche de Boruto. Sauf que, bien sûr, ça lance une petite pression car donc les armes de l'ennemi de Ryu sont partout dans l'air et il le voit bien, Yodo est vénère. Et alors que Mitsuki va demander pourquoi il recherche Boruto, il va expliquer que selon Jora, voilà, en fait il sait trop de choses sur le Togedama, le cœur épine, et Sarada assez intelligemment va faire ok, bah pourquoi on n'utiliserait pas ça comme appât pour attirer Boruto, sachant que en théorie ça c'est ce qu'il cherche, eux, à voler ce cœur épine. Et tu vas le voir enlever son cœur dans les airs et je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire qu'ils peuvent placer leur cœur même en dehors de leur corps. Est-ce qu'ils peuvent le passer vachement loin et combattre donc en étant sûr de pas mourir? Qui sait? Et Yodo va tomber directement dans le piège puisqu'elle va sauter dessus, mais elle va être arrêtée net. Et déjà, je passe sur le fait que la conversation de Ryu, le dialogue de Ryu, je le trouve juste excellent. Il raconte juste n'importe quoi. Brisage du 4e mur limite. Il dit oui, les shinobi sont horribles, il y a de quoi être traumatisé, qui sait. Enfin bref, grâce à la limaille de fer qui est présente dans l'air, il a réussi à arrêter tout le monde avec ce sable qui se trouve un petit peu partout. Et alors qu'il contrôle Sarada pour qu'elle fonce sur Yodo, c'est Araya qui, dans un coup d'épée, va tout arrêter. Il a un sabre magnétique qui contrôle les grains qu'il devait utiliser pour coopérer avec Shinki, mais ce sera donc pour affronter son pouvoir. Dans tous les cas, c'est intéressant parce que bien sûr, en fait, étrangement, la meilleure personne pour combattre les Shinju, c'est ceux qui sont proches de lui aussi, hein, vu que voilà, tu connais ses capacités et compagnie, donc la meilleure ennemie c'est toi. Mais au final, la grande question, c'est comment vont-ils faire face à la puissance énorme de ces Shinju qui sont juste monstrueux? Est-ce qu'il y a réellement une solution? Et je vous le rappelle, Kashin Koji, il était très mystérieux lors du précédent chapitre quand il disait « Boruto, non, n'y va pas, je ne veux pas te sacrifier toi ». Tu vois, en mode... Ok, est-ce qu'il compte sacrifier les autres? On le verra bien. Je me pose de plus en plus de questions par rapport même aux visions du futur. Est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'en soi, Boruto, il s'est entraîné, il est devenu surpuissant, mais même il ne peut pas intervenir parce que sinon, Jora arrive et il le one-shot. Donc,
est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Est-ce que en réalité c'est pas un peu plus immuable que ça le futur dans Boruto? On le verra bien. Bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, paix sur vous. 忍びの時代は